les grands ensembles, c'est du béton, c'est moche, c'est dense. Mais en fait, les grands ensembles, bien souvent, sont beaucoup moins denses à l'hectare, au nombre de logements à l'hectare et même au nombre de personnes qui habitent au mètre carré. Alors après, ça dépend parce qu'évidemment, il y a des endroits où il y a de la suroccupation dans les logements, mais beaucoup moins denses que des quartiers qui sont considérés et ressentis comme beaucoup moins denses. Je vais prendre l'exemple parisien de Saint-Germain-des-Prés, qui est un des quartiers les plus denses au monde, mais il y en a d'autres dans d'autres villes de France, évidemment. Donc, on voit bien là qu'il y a une manière très différente de parler de la densité selon ce qu'on veut dire aussi et selon le point de vue d'où on parle. Donc ça, c'était notre corpus de recherche et je peux peut-être vous partager mon écran. Alors, peut-être que je peux le partager là ou pas? Oui. Partager. Est-ce que vous le voyez là ou pas? Pas encore. Non? Ça peut venir. Bah, ça n'a pas l'air de marcher alors. Bon, bah tant pis, je vais faire sans. Essayez encore. Ça peut venir. Partager une fenêtre. Ouais, j'appuie sur partager. Ah oui, autoriser team, là, ok, d'accord. Alors, hop. Excusez-moi, en plus j'ai un petit écran, donc désolé, hein, mais bon, écoutez, je crois que je vais faire sans, ce sera plus simple. Voilà, en tout cas, on a donc interrogé des chiffres, des mètres carrés à l'hectare ou des habitants à l'hectare, une forme urbaine, grands ensembles collectifs pavillonnaires serrés, une ambiance, du bruit, du monde, de l'intensité, un sujet politique, la densité est-elle une faiseuse d'élections avec des maires bâtisseurs et maires battus, et puis un ressenti, et là je vais y venir sur la densité acceptable, désirable, accessible, etc., sur évidemment la question du NIMBY, du BIMBY, et ce que moi j'appelle l'égologie, c'est-à-dire le fait de se cacher sous le prétexte de l'écologie pour ne rien faire. Donc, en fait, pour revenir à la densité désirable, en fait, il me semble, moi, qu'il faut poser la question de la densité acceptable. Parce qu'aujourd'hui, on a souvent prôné la densité pour des raisons économiques. Si on prend les opérateurs immobiliers, on s'aperçoit que depuis un certain temps, à l'échelle des opérations immobilières qui sont contraintes par l'explosion des prix du foncier depuis 20 ans, la densité, c'est souvent le levier le plus souvent activé par les opérateurs pour équilibrer un bilan économique et quand ce n'est pas pour maximiser le profit, parce que souvent ça sert à ça. Parce que densifier, ça revient à augmenter le nombre de mètres carrés construits et de logements sur une parcelle. Donc si vous demandez à des architectes qui font des faisabilités, vous expliqueront qu'il s'agit de bourrer la parcelle au plus possible et au dépend parfois de la qualité des lieux. Par exemple, des logements dans des endroits trop denses et des logements qui sont souvent mono-orientés, pour lesquels il n'y a pas de vue, pour lesquels il n'y a pas forcément des espaces extérieurs, ni à l'échelle du logement, ni même à l'échelle du quartier. C'est un peu ce qu'on a démonté et démontré dans notre étude sur la qualité du logement, où on a montré que finalement la densité, la standardisation avait quand même beaucoup œuvré pour la mauvaise qualité du logement au cours des 20 ou 30 dernières années. Sur le plan politique, donc la densité, c'est surtout ce qu'on a vu, le rejet de la bétonisation, dont on dirait qu'elle serait responsable. Ça a été parfois la cause ou l'échec de certains candidats sortant aux élections municipales de 2020. Hein, on s'en souvient, ça a été quand même un sujet assez fortement mobilisé à cette échéance municipale. Certaines nouvelles majorités municipales ont engagé des moratoires sur les projets d'urbanisme, ont baissé des projets qui avaient déjà été signés, des permis de construire qui avaient déjà été signés. Donc ces mètres carrés, c'est des mètres carrés qui suscitent des réactions extrêmement épidermiques de la part des habitants. Alors, pourquoi est-ce que des habitants qui ont profité de documents d'urbanisme, de construction pour venir habiter à un endroit, pourquoi est-ce que subitement ils s'opposent au fait que d'autres, après eux, profitent
finalement des mêmes avantages, ou des mêmes, sans parler d'avantages, des mêmes possibilités, c'est-à-dire la possibilité de venir habiter quelque part. Et on voit bien que les recours qui sont portés contre des immeubles, et c'est quand même un sport national en France de poser un recours contre une opération immobilière neuve, on s'aperçoit que ce sont très souvent des habitants qui déposent ces recours, donc ils se constituent en association ou pas, ils sont plus ou moins orientés par des professionnels, etc. Et c'est souvent des particuliers, et ils s'opposent au fait d'avoir des voisins. Donc ça pose quand même une certaine question sur le vivre ensemble et le contrat social, c'est-à-dire que normalement quand on vient dans une ville, on sait que cette ville, elle a quand même toutes les chances d'évoluer. C'est pas un lotissement dont on sait qui est le voisin de droite, qui est le voisin de gauche, devant, derrière, etc. On sait que a priori, la ville, elle n'est pas inerte, ou alors elle est morte. Donc ce contrat social, de mon point de vue, il suppose qu'on puisse accepter à un moment ou à un autre d'avoir un paysage qui change. Alors évidemment, si on a un immeuble de 12 étages ou de 30 qui vient juste devant ses fenêtres, ça peut être problématique, mais c'est pour ça que l'aménagement existe, c'est-à-dire que finalement, les aménageurs et les urbanistes sont quand même normalement articulés, et c'est leur métier de faire que ce genre de choses ne se passe pas. Bon, quand on parle de densification, ce genre de choses peut se passer, et effectivement, il y a des recours qui sont posés. Alors, pourquoi on parle de densité désirable, accessible? Moi, je dis accessible et acceptable. Et je me dis que, en fait, ce qui n'est pas accessible est encore moins acceptable. Et donc, j'aime bien la presque même sonorité de ces deux termes. Et je pense qu'on s'oppose assez facilement à ce qu'on ne connaît pas, à ce qui ne va pas nous profiter, ou à ce qui ne va pas améliorer notre cadre de vie. Or, aujourd'hui, la densité, elle se fait peut-être à équipement constant, et c'est ça le problème, peut-être à espace constant, ben ça c'est la nature même de la densité, puisque l'idée c'est de ne pas s'étaler, mais plutôt d'occuper mieux, ou plus en tout cas, l'espace. Et du coup, moi j'habite là, qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir des voisins supplémentaires? Et qu'est-ce que ça va m'apporter d'avoir à côté de chez moi un immeuble de logement social? Rien du tout, ça va peut-être même dévaloriser ma propriété. Voilà, excellente raison pour m'y opposer. Évidemment, je me fais l'avocat du diable, c'est parce que je pense ça. Mais donc ça peut être une raison. Deuxième raison, c'est ce logement social, ben, je n'y aurai pas accès, parce que il y a de plus prioritaire que moi, il y a plus nécessiteux que moi, ou de toute façon il n'y en a pas assez, donc ce n'est pas pour moi. Donc si ce n'est pas pour moi, je m'y oppose. Après, on peut se poser la question de si c'est pas pour moi, ben, ça pourrait être pour mes enfants. Et donc, pour mes enfants, ben, je pourrais imaginer, en ayant un raisonnement un peu moins à courte vue, que ça pourrait servir. Et puis, à l'opposé, même immeuble. Ah ben voilà. Pardon, c'est la densité. Allez-y, pardon. Excusez-moi. Et donc, à l'opposé, un immeuble de standing à l'autre bout de la rue, enfin on ne dit plus un immeuble de standing maintenant, mais un immeuble, disons, en accession à la propriété, bah, il est trop cher pour moi, je ne peux pas y accéder non plus, donc je vais m'y opposer aussi. Alors, comment est-ce qu'on imagine que cette opposition puisse se transformer peut-être en collaboration, ou en tout cas en observation moins comment dire, hostile? Et ben peut-être avec de l'information, et peut-être aussi, et sûrement aussi, avec un aménagement des villes qui profite justement à ceux qui sont déjà là. Le problème de la densité, c'est que ceux qui sont déjà là voient arriver des voisins, des immeubles, on ne leur demande pas leur avis, ils ne sont pas consultés, parce que, ou quand ils sont consultés, ils s'y opposent. Mais en tout cas, on ne leur a pas dit, quand ils sont venus emménager dans cette ville, on ne leur a pas dit que finalement ils auraient un immeuble ici, etc. Moi, j'ai fait partie du Conseil national de la refondation du logement, qui est une instance qui a regroupé beaucoup de professionnels, il y a 2 ans maintenant, presque un an et demi, un peu plus, qui n'a eu zéro. Je n'entends plus Catherine. Ça fait longtemps ou pas? Non, rien coupé. C'est bon, c'est bon. Donc, je disais que j'avais copiloté un groupe du CNR Logement,
donc une instance mise en place par le gouvernement qui réunissait des professionnels depuis la Fondation Abbé Pierre jusqu'à Nexity, donc à peu près toute la filière du logement, et qu'on avait proposé dans notre groupe de travail de faire collaborer les habitants à la production des documents d'urbanisme. Et de rendre ces documents d'urbanisme beaucoup plus lisibles, beaucoup plus compréhensibles, d'en faire des documents peut-être en 3D, peut-être sous une version très accessible en ligne évidemment, mais peut-être ludique, avec des sessions d'appropriation de ces documents, pour que finalement les habitants sachent à quoi s'attendre et sachent que s'ils achètent ou s'ils deviennent locataires dans un quartier, eh bien, sur les 5 ans qui viennent ou sur les 10 ans qui viennent, voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer et qui pourra bénéficier à leur cadre de vie, ou voilà ce qui va se passer et qui pourraient considérer, eux, que ça ne bénéficierait pas à leur cadre de vie, mais en tout cas, ils sont prévenus. Ils sont prévenus et encore mieux, ils seraient co-constructeurs. Et à partir du moment où on est co-constructeur, on a quand même du mal, de mon point de vue en tout cas, à s'opposer à ce qu'on a participé à élaborer. Donc, l'amélioration du cadre de vie, elle peut évidemment passer par d'abord la qualité des logements. Donc, plus la zone est dense, plus la qualité des logements doit être grande. Qu'est-ce que c'est que la qualité des logements? C'est une qualité intérieure et c'est bien sûr une qualité extérieure. C'est-à-dire qu'il faut arriver chez soi par un cheminement agréable. Il faut avoir une vue qui ne soit pas juste le mur du voisin, qui soit le plus possible dégagée. Il faut avoir une... On n'entend plus. Le micro est coupé. Mon micro. Bon. C'est bon. C'est bon. Alors, j'en étais à la qualité des logements, désolée. Je disais qu'il faut des logements de qualité. Donc, quand on arrive chez soi, être fier de son immeuble. Quand on est chez soi, avoir une vue, avoir un espace extérieur, avoir des locaux où on peut éventuellement rencontrer ses voisins. Enfin, voilà, je pense qu'il faut une qualité de logement et une qualité de quartier. Et la densité suppose évidemment un accompagnement avec des équipements qui sont supposés servir à tout le monde, c'est-à-dire qui sont accessibles en prix et qui sont accessibles en capacité. Donc, une des questions aussi qui se pose quand il y a une personne qui s'oppose à une densification, c'est aussi, eh bien, j'en sais rien, moi, la médiathèque à côté, il va y avoir trop de monde, le parc de stationnement à côté, il va être plein, ou les places de stationnement dans la rue ne seront pas utilisables parce qu'il y aura trop de monde, il y aura trop de monde dans les écoles, il y aura trop de monde partout, et donc, moi, je n'aurai plus accès ou un accès aussi facile qu'avant ou aussi bon marché qu'avant aussi, parce qu'il y a une question de marché qui se pose dès lors qu'on parle de densification et du coup d'utilisation de l'espace et du coup de pénurie de l'espace à un certain moment. Donc ça devient aussi un espace marchand. Donc il y a une question évidemment qui doit être prise en charge par les politiques publiques pour favoriser l'aménagement et faire très attention à l'aménagement quand on parle de densité. Et en fait, moi, ce qui me semble, c'est que la densité, elle a été économique. Hein, je disais tout à l'heure, les opérateurs, en fait, pour maximiser leurs profits ou pour tout simplement rendre une opération viable, ils la densifient. Aujourd'hui, elle est écologique, c'est-à-dire que on parle de sauver la planète, on parle de protéger les espaces, etc. Donc là aussi, il y a encore une équation très difficile à résoudre parce que des logements dans lesquels, ou une ville dans lesquelles il y a de la pleine terre, des îlots de fraîcheur parce qu'il y a des arbres et de la nature, moins de voitures, moins de pollution, moins de nuisances sonores, etc. Ça semble pas en pleine terre où il faut des îlots de fraîcheur, etc. Donc, on s'oppose à la densité. Donc, vraiment, là, il y a quelque chose à résoudre de manière très fine. Donc, économique, écologique, peut-être un prétexte écologique, mais pas forcément. En revanche, la densité, elle n'est jamais sociale. C'est-à-dire que quand on a une densification, eh bien, c'est très souvent aux dépens et non pas au profit des gens qui habitent dedans. Et finalement, quand vous regardez les quartiers les moins bien aménagés, ce sont généralement les quartiers construits dans les années 60. Alors,
je ne vais pas dire les grands ensembles, parce qu'à l'époque, ils étaient très bien aménagés, et puis ça s'est un peu dégradé avec le temps. Mais en tout cas, il me semble que cette attention, on parle de l'urbanisme du Caire, hein, et ben, peut-être que là, on peut parler, puis vous allez parler de la densité et de la santé, donc il y a une question qui va avec. Je trouve que cette attention sociale, elle est, en tout cas aujourd'hui, rarement prise en compte dans les politiques publiques, de plus en plus, mais pas assez de mon point de vue, pour des questions de coût, évidemment, pour n'entends plus, Catherine, le micro est coupé. Voilà, bon, bah, écoutez, de toute façon, je pense que vous avez fini. Donc, en fait, je me dis que la densité... Le micro est encore coupé. Désolée. Ouais, je crois que mon ordinateur en a marre, et peut-être vous aussi, donc je vais me taire. Voilà. Merci. Nous, on n'en a pas marre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation à participer à ce cycle de conférences sur l'intensification urbaine. Moi, ma présentation, je l'ai intitulée comme ça, des méthodes urbaines pour rendre la ville intense désirable, avec un point d'interrogation. C'est vrai que je vais parler effectivement, comme Mathilde disait en introduction, d'urbanisme favorable à la santé. Je m'étais pas vraiment posé la question de savoir si l'urbanisme favorable à la santé répondait à cette question de désirabilité. Voilà, moi je l'ai souvent traité plutôt sur les bienfaits que peut apporter une ville favorable à la santé en termes de moins de pollution. Et donc, voilà, je rappelle qu'il y a 40 000 décès en France évitables dû à la pollution de l'air qui serait évitable. Donc, vraiment plus sur le regard de la santé en tant que telle. Mais cette question de désirabilité, elle est intéressante parce qu'elle permet de valoriser ces démarches d'urbanisme favorable à la santé et de mettre en avant certains enjeux de ce domaine. Alors, voilà, donc pour un peu introduire mon propos sur l'urbanisme favorable à la santé, alors je vais parler aussi après de ville du quart d'heure et puis je finirai sur l'exemple de la ville de Barcelone, voilà, pour vous donner un peu l'idée de ce que je vais développer. Alors, l'urbanisme favorable à la santé se base bien sûr sur la définition assez large de la santé. Je suis avec vous. Oui. Coupez vos micros, s'il vous plaît. C'est bon. Cette définition assez large de la santé, donc la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, définition de l'OMS qui voilà, montre que la santé, c'est bien, ça va au-delà d'être malade ou d'avoir un pépin physique qui soit temporaire ou long, sur long terme. Et donc, qui amène une rupture dans la conception de la santé. Et plusieurs auteurs ensuite s'intéressent à comment, en fait, la santé est une situation dynamique et variable. Et donc, il y a toute cette série de déterminants de la santé qui ont été mis en avant, qui partent de la sphère ici individuelle. Donc, effectivement, on n'est pas tous égaux face à la santé, selon notre héritage, selon voilà, notre patrimoine génétique, notre âge, notre sexe, etc. Et puis, bien sûr, selon les modes de vie individuels. On sait que si on fume, on boit, etc., on a plus de risques de santé. Mais pas que. Il n'y a pas que cette sphère-là. Ce n'est pas qu'une dimension individuelle, c'est aussi une dimension collective avec des conditions socio-économiques, culturelles et environnementales qui vont aussi conditionner la santé individuelle. Et parmi ces déterminants, il y a des déterminants qui concernent directement l'urbanisme. Donc, c'est pour ça que je mets que l'urbanisme est un déterminant de la santé, selon comment la ville est construite, selon voilà, si on laisse la place à la voiture, etc. Si on a des espaces qui favorisent les pollutions, là, l'urbanisme devient un déterminant de la santé, mais c'est aussi un moyen d'agir pour la santé, puisque l'urbanisme peut aussi répondre aux questions et aux enjeux de santé que connaissent les villes actuellement. Donc, il y a des relations entre ville et santé qui sont importantes et qui reposent sur le principe de co-bénéfice entre santé et environnement. Ce qui est bon pour l'environnement est bon pour la santé, ce qui est bon pour la santé est bon
pour l'environnement. Donc, l'approche environnementale aussi des villes peut avoir des effets positifs sur la santé et inversement. Alors, les démarches d'urbanisme favorable à la santé, voilà, c'est une démarche, un concept, une méthodologie qui est mise en place depuis une bonne dizaine d'années, et notamment à travers 2 guides qui ont été élaborés par l'EHESP, l'École des hautes études en santé publique. Donc, le premier de 2014 qui visait à intégrer les enjeux de santé dans la planification urbaine, et le guide Isadora en 2020 qui vise à intégrer, là, à une échelle plus fine, celle des opérations d'aménagement et les enjeux de la santé. Alors, l'urbanisme favorable à la santé repose sur 3 grands enjeux. L'urbanisation croissante, et donc là, on retrouve toutes les problématiques d'intensification de la ville, le changement climatique, bien sûr, et des enjeux de santé publique, comme le vieillissement de la population, qui va poser aussi des questions sur comment on fait de la ville pour notre société vieillissante, et donc aussi la rendre désirable et, pour les populations plus âgées. Les expositions aux nuisances environnementales, bien sûr, l'augmentation de maladies chroniques, etc. Donc concrètement, je vous disais, c'est une démarche qui va inclure plusieurs domaines. Le premier processus, on va dire, de mise en place de démarche d'urbanisme favorable à la santé, c'est déjà de réunir les différents métiers qui sont concernés par cette démarche. C'est-à-dire mettre autour de la table les aménageurs, les promoteurs, les urbanistes et bien sûr des professionnels de santé pour essayer d'identifier et de répondre au mieux aux enjeux locaux et aux enjeux spécifiques de chaque territoire. Et puis après, ça passe par des choix d'aménagement dans différents domaines. Et là, je vous ai encadré ceux qui peuvent directement toucher l'intensification urbaine, la qualité des logements, l'accessibilité aux emplois, aux services de façon plus générale, les fonctions sociales, la qualité des espaces publics, la présence d'espaces verts. Donc, autant d'éléments qui, mis en place pour une démarche d'urbanisme favorable à la santé, permettraient donc de aussi répondre à cette question de désirabilité de la ville et donc de la ville qui s'intensifie. Un exemple de mise en place d'une démarche d'urbanisme favorable à la santé, donc dans le cadre d'un projet, d'un programme immobilier. Ici, il s'agit d'un îlot qui s'appelle l'îlot santé bien-être dans le quartier de la Confluence, donc un grand quartier qui se construit à Lyon sur les bases d'une friche industrielle, un des plus grands quartiers, un des plus grands écoquartiers en construction en Europe. Et donc ici, on a un projet qui a été développé donc, en accord avec la SPL, la société publique locale de la Confluence. Donc il faut savoir que là, pour le projet, chaque îlot est divisé et proposé aux promoteurs autour de certaines thématiques. Alors il y a eu des îlots qui devaient promouvoir la ville intelligente, par exemple. Et là, cet îlot devait s'intéresser à mettre en place des questions de santé et de bien-être. Donc, il y a un peu aussi une dimension test, laboratoire, hein, des fois dans le projet de Confluence, mais ce qui permet de aussi faire avancer certaines connaissances et certaines façons de produire la ville. Donc ici, je vous ai mis une image du programme en question. Donc, c'est un programme, donc une partie construite par Bouygues et une autre partie construite par le promoteur Link City, qui est même une filiale du groupe Bouygues. Et donc, c'est surtout les 4 bâtiments les plus bas, qui sont plus au sud, ceux qui sont plus bas dans l'image. Et là, donc, on retrouve les questions de mixité à l'échelle de la ville. Donc, on a du bureau, on a du logement, on a du libre, du logement social, du logement intermédiaire. Et donc, dans le cadre de la démarche qui a été mise en place, il y a eu aussi la construction, donc c'est le bâtiment qui est au centre de l'îlot, de 3 étages, d'un espace de santé et de prévention qui regroupe donc des spécialistes de santé au travail, un centre d'imagerie médicale, des médecins généralistes, spécialistes et un espace de prévention. Donc ici, c'est le regroupement au final hein, de l'aménageur, des acteurs de la santé lyonnais et du promoteur immobilier qui arrivait à imaginer cet espace
qui répondrait donc aux enjeux de santé du quartier, donc un quartier naissant où il y avait une offre médicale assez faible. Donc là, c'est répondre aussi aux questions d'accès aux soins. Mais pas que, puisque le programme vise aussi à mettre en place un jardin thérapeutique, donc un espace vert, voilà, donc avec on va faire du sport, etc. Donc penser dans la continuité de l'espace de prévention qui a été construit, mais bien sûr aussi des capteurs d'air, l'aménagement vert de l'ensemble de l'îlot, mais aussi la promotion des mobilités douces et dans le choix aussi des commerces de rez-de-chaussée d'implanter des commerces d'alimentation saine, d'économie sociale et solidaire. Donc voilà, ici, le choix qui est possible grâce au projet d'aménagement, de choisir aussi les commerces qui peuvent s'installer. Deuxième méthode que je vais présenter, même si celle-ci est assez connue, celle de la vie du quart d'heure, qui répond bien sûr très bien à ces enjeux d'intensification, ce principe donc largement développé, généralisé par Carlos Moreno, qui vise donc à répondre à la nécessité d'avoir les 6 fonctions sociales d'une ville à proximité, à un quart d'heure, plutôt en se déplaçant en mode doux, transport en commun. Donc, fonction d'habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer, s'épanouir. Donc ici, c'est essayer d'intensifier l'offre de services, l'usage de la ville, pour éviter donc de se déplacer, de devoir se déplacer constamment et de donc réduire les mouvements pendulaires au sein des villes. Donc créer des quartiers beaucoup plus multifonctionnels pour répondre donc à l'héritage fonctionnel de nos territoires. Et donc un modèle urbain qui permettrait notamment donc, de réduire les déplacements et donc les émissions de CO2 et donc de la pollution de l'air et du bruit. Tout à l'heure, juste avant, la question du bruit a été mise en avant. Effectivement, on sait que le bruit est source de stress et peut provoquer aussi d'autres maladies chroniques. Donc c'est un modèle qui se développe bien sûr à Paris, mais dans d'autres villes en Europe, à travers le monde. Notamment donc, le cas parisien d'un modèle de quartier où donc on retrouverait plusieurs fonctions à proximité, à moins d'un quart d'heure, avec donc l'accès au sport, l'accès à la culture, des déplacements en vélo, l'accès à l'éducation, qui doivent donc vivre et cohabiter de façon limitée limité en termes de temps. Alors, pourquoi ces 2 modèles? Parce qu'au final, ils se rejoignent et ils se rejoignent dans le sens où le développement d'une ville du quart d'heure, d'une offre de services et à proximité, permettrait donc de réduire les déplacements et donc d'agir directement sur une meilleure qualité de vie en ville, un meilleur bien-être et une meilleure santé. Donc, je vous présente le cas de Barcelone, parce qu'il est particulièrement intéressant. On sait que Barcelone est important dans l'histoire de l'urbanisme par les travaux de Cerdà. Et aujourd'hui, il y a toute une politique urbaine de réinterprétation de ce plan Cerdà, même de régénération, comme c'est présenté par les urbanistes de Barcelone, qui a été initié par Salvador Rueda, qui est l'ancien directeur de l'Agence d'écologie urbaine de Barcelone, et donc qui vise à imaginer comment on pourrait reconstruire, retravailler ce plan Cerdà et cet héritage. Donc, sur l'image de gauche, vous avez la trame urbaine classique du plan Cerdà, c'est-à-dire que chaque carré représente un îlot d'habitation. On pouvait donc se déplacer autour de chacun de ces îlots. Et super îlot, donc cette réinterprétation du plan Cerdà, aussi appelé super bloc, c'est de regrouper un certain nombre de ces îlots et de limiter la circulation à l'intérieur de ces îlots. Limiter la circulation, mais pas que. C'est aussi se réapproprier l'espace public, rendre de l'espace public pour de la végétalisation, pour se déplacer autrement qu'en voiture, et pour aussi avoir des espaces de rencontre, puisque Barcelone, c'est une ville très dense, 16 000
habitants au kilomètre carré, très motorisée. On se déplace beaucoup en voiture à Barcelone, très bruyante. Et donc, l'idée, c'est de justement retravailler tout cet espace pour réduire ces questions-là. Et donc, il y a eu plusieurs superblocs qui se sont construits, qui se sont développés. Donc, les deux premiers superblocs qui ont été des moyens en fait, de tester le modèle, c'est le superbloc de Poblenou en 2016, donc, qui regroupe ici 6 îlots d'habitation. Et à l'intérieur donc, de ces 6 îlots, on a donc, réduit les possibilités de circuler en voiture, on a augmenté les pistes cyclables, on a donc mis en place, à travers un système d'urbanisme tactique, certains aménagements. Donc, ici, dans les photos, on voit qu'on a apporté donc, des espaces plutôt pour les enfants, des espaces de jeu, comme cette grande piste d'athlétisme, mais aussi donc voyez, des tables dans la rue, à la place donc là où avant circulaient les voitures, des arbres dans des bacs. Donc ici, on remarque bien cet urbanisme tactique, c'est-à-dire que ça a été un test, ça a permis de tester le modèle. Si du jour au lendemain on veut tout enlever, c'est possible. Et revenir à la situation d'avant. Deuxième superbloc, c'est celui de Saint-Anthony qui a accompagné donc, le réaménagement d'une halle alimentaire. Et donc, il a une réflexion sur l'ensemble du quartier aussi dans l'offre commerciale. Donc, pareil, là, ça regroupe que 4 îlots d'habitation. Mais à l'intérieur de ce superbloc, on a donc enlevé la possibilité de circuler en voiture pour redonner l'espace à la population, donc à travers toujours cet urbanisme tactique, en apportant de la végétation par des bacs, en apportant aussi par exemple des espaces de jeu pour les enfants, mais aussi plus pour les adultes, avec des tables avec des plateaux d'échecs. Donc là, pour l'anecdote, c'est au mois de novembre, un samedi soir à 20h. Donc on voit que ça crée de l'animation et de la cohésion sociale. Ce modèle de superbloc sous forme tactique, qui a été donc un test, a permis donc ensuite de concrétiser le modèle. Et c'est la deuxième phase du plan de régénération de Barcelone. C'est donc ces axes verts qui permettent de développer ce réaménagement à une plus grande échelle en traversant en fait sur des axes plutôt qui traversent une bonne partie de la ville et une bonne partie donc en fait du quartier de l'Échampol, qui est donc le quartier du plan Cerdan. Et donc là, on n'est plus sur l'urbanisme tactique, mais là, c'est une vraie modification des rues, une vraie modification de l'espace public, avec des axes donc structurants qui vont changer les mobilités clairement des Barcelonais. Avec donc la mise en place de 21 km d'axes verts dans le quartier des Chapelles, fera que 93% des habitants de ce quartier auront accès à un espace végétalisé à moins de 500 mètres. Là, un avoir d'espace vert dans la ville. Donc voilà, ici quelques images, quelques photos de ces modifications. On voit donc ici la concrétisation et la transformation réelle de l'espace public, avec donc des espaces végétalisés en pieds d'arbres, souvent des arbres qui étaient déjà là, mais en tout cas les pieds des arbres sont végétalisés. La limite à circulation de la voiture, alors, il n'est pas impossible de passer en voiture, mais la vitesse est limitée. Et on a privilégié, donc, on redonne de l'espace plutôt aux terrasses des bars qui ont pu donc augmenter la surface de leurs terrasses et donc créer un peu plus de vie dans ces quartiers-là. Ici, juste une image avant-après d'une des rues qui a été réaménagée. Donc, l'image du haut, on voit 3 voies classiques comme on les voit dans toutes les rues de Barcelone. Et l'image du dessous, cette même rue, donc réaménagée sous ce principe d'axe vert, avec donc la végétation en pied d'arbre. Et donc, on voit bien que les voitures peuvent continuer à passer, mais c'est beaucoup plus limité qu'auparavant.
Donc, quelques points de conclusion pour mettre en avant, hein, c'est bien entre intensification, désirabilité. On voit que les questions d'enjeux, les enjeux de santé et ces questions de santé peuvent répondre à ces liens entre intensification et désirabilité, les mettre en avant en parlant aussi du projet de la confluence, du projet santé et bien-être de Link City. Ça a été aussi un moyen de mettre en avant et aussi, entre guillemets, de marketer ces questions de santé, de les rendre aussi visibles et de les mettre en lumière pour essayer de prôner une intensification, une certaine intensification. Le quartier de la Confluence est très dense avec des tours qui se construisent et c'est un moyen donc d'apporter à la fois la végétalisation, mais ce qu'on faisait déjà, mais aussi de proposer quelque chose de plus pour rendre cette intensification désirable. Donc la réciprocité entre intensification et santé est aussi soulignée, bien sûr, par les co-bénéfices entre santé et environnement. Et la construction de la ville intense répond à ces préoccupations de santé pour attirer à nouveau dans la ville, ça a été dit en introduction aussi, et particulièrement donc, dans un contexte de transition environnementale et démographique où on sait que dans les parcours résidentiels, il y a souvent à un moment donné un retour à la ville et il faut que ce retour à la ville, des personnes vieillissantes qui ont aussi besoin d'un accès à la santé et de vivre à proximité de centres de soins puissent répondre donc à ces enjeux démographiques. Merci. Merci de m'accueillir. Alors du coup, je vais, avant de rentrer un petit peu dans le sujet, je vais me présenter vite fait. Donc, je m'appelle Thomas Hans, je suis directeur technique chez Ville Vivante, donc, qui est une entreprise qui existe depuis 11 ans, et globalement qui développe une expertise sur tout ce qui est sujet de la densification urbaine, et en modélisant et en faisant des études, et la modélisation, je vais vous montrer quelques éléments qu'on est en train de réaliser avec la métropole de Marseille. Et d'un autre côté, en tant qu'opérateur, sur des dispositifs où on essaye de mettre en œuvre cette densification urbaine. Alors, le sujet qu'on m'a demandé d'aborder ce soir, c'est la relation entre la densité, l'intensification urbaine et la place, je vais le dire comme ça, de la nature en ville. Donc, je vais surtout vous parler du couvert végétal, qui est une de ses composantes essentielles. Il y en a d'autres. Madame Savard, en introduction, parlait de la faune. Moi, je vais, si vous voulez, la biodiversité, je l'ai mis de côté. Mais j'ai tout un tas de petits éléments, on pourra revenir dessus si vous souhaitez. Moi, je vais plutôt l'aborder sous l'angle cadre de vie. Et simplement, je rebondis aussi sur des éléments qui ont été abordés par Catherine Savard en introduction. Alors, si j'ai bien retenu le néologisme, c'est l'égologie, que je n'avais pas entendu. Donc, c'est justifier de la question écologique pour ne rien faire. C'est vrai qu'on entend un peu, et on voit vite cette espèce de contradiction entre la densité et le fait qu'il y ait du vert. Voilà. Donc on se dit, si on met plus de densité, il y aura moins de vert. C'est vrai qu'on a longtemps cru que les grands jardins, par exemple, accueillaient plus de biodiversité ou de couvert végétal que les petits. En fait, il se trouve que la science nous donne quand même quelques éléments de réponse et que c'est pas vrai, c'est pas systématiquement vrai. Donc, il peut y avoir la corrélation, mais il n'y a pas de causalité. Je vais vous montrer un peu et la modélisation et ce qu'on voit un petit peu sur Aix-Marseille sur ce sujet-là. Et pour finir, avant de rentrer dans les diapos, je vais juste vous expliquer d'où je parle un petit peu, parce que moi, je suis ingénieur paysagiste de formation. Donc, je travaille aujourd'hui que dans le domaine de l'urbanisme. Mais c'est un sujet qui vient un petit peu de plus loin que ça. J'insiste parce qu'il y a, notamment dans les approches un peu simplistes sur la question du jardin ou de la biodiversité, il y a beaucoup d'urbanistes qui peuvent prendre la parole. En fait, en urbanisme, on n'est pas formé sur ces questions-là. Voilà. Donc moi, j'ai commencé en étant horticulteur et maraîcher. Donc j'ai semé des graines pour faire pousser des plantes. Ensuite, je me suis intéressé à la façon dont on les mettait en œuvre, ces plantes, dans des jardins. Donc j'ai fait mon cursus jusqu'au bac pro en aménagement paysager, travaux d'espaces verts, travaux d'espaces publics. Et puis, du coup, je me suis posé la question de comment concevoir cet espace. Donc, je suis devenu ingénieur paysagiste. Avant maintenant, je ne travaille que sur le sujet de l'urbanisme, qui est le cadre dans lequel ces espaces verts ils prennent place. Voilà.
Donc, c'est un sujet que je connais un petit peu pour l'avoir vécu dans mon corps, moi, praticien professionnel. Donc, les éléments que je vous présente viennent du travail qu'on mène avec la métropole d'Aix-Marseille, l'OFCE Sciences Po Paris, sur cette thématique de modéliser à l'échelle de la métropole un petit peu toutes les facettes de ce qui compose l'intensification urbaine, avec tous les sujets que Vincent Puchet a donné en introduction, donc celle de la place du végétal dans la ville. Donc, je vais vous... j'ai l'impression que ça me fasse... Ah, ça passe derrière, oui. Ok, je vais dire mince, donc je vous propose en 3 parties, je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser de la place aux questions. Le premier, je vais juste revenir sur quelques points de repère sur le rapport entre densité, densification, qu'est-ce que sont aujourd'hui les jardins, juste pour qu'on se donne quelques points de repère à partir d'éléments d'études ou de recherche. Ensuite, je vais vous faire un passage assez rapide sur le travail qu'on a mené de modélisation du couvert végétal à l'échelle de la métropole Aix-Marseille. Je ne vais pas rentrer trop techniquement, mais vous expliquer en gros qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui change de ce qui a pu être fait sur le territoire, notamment l'Île-de-France. Et ensuite, pour relier les 2 premières parties, on va descendre dans quelques exemples à l'échelle de l'unité foncière sélectionnée dans Aix-Marseille pour voir comment ça se traduit, cette intensification, cette intensité urbaine, cette densité et le couvert végétal. Alors, sur le premier sujet, ça fait une parfaite transition avec la question de la santé. Donc, déjà, je pense qu'on est tous assez d'accord que le jardin, c'est un élément sur lequel il y a une très, très forte attente sociale. Le jardin, l'accès à la nature, la place des espaces verts. C'est aussi un élément qui est très recherché dans l'offre résidentielle. Donc, c'est quelque chose qui est fortement valorisable. Et c'est vrai que ça a un impact assez direct sur la qualité de vie au quotidien des citadins et notamment sur leur santé. Ça, c'est une étude qui date un petit peu, mais qui est intéressante parce qu'elle a étudié un gros panel d'usagers sur la question du jardinage domestique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle répond à plusieurs questions. Donc, moi, j'ai ressorti juste les 4 points clés. Alors, ils appellent ça le bien-être émotionnel. Donc, c'est des entretiens semi-dirigés. Donc, voilà. Et la partie, c'est pas dans des éprouvettes qu'on le mesure, c'est sur des questionnaires. Mais il y a une partie intéressante parce que ils se sont rendus compte, en comparant le jardinage avec d'autres activités qui procurent également du bien-être, comme une sortie au cinéma, le resto, la forêt ou d'autres éléments, que le jardinage à la maison, domestique, ça avait un bénéfice aussi élevé que d'autres éléments qui, au quotidien, ont beaucoup de bénéfices, qui étaient le vélo ou la marche. Ensuite, ils se sont rendus compte que quand on jardine sur un jardin productif, donc le potager, ça avait plus de bénéfices qu'un jardin de pur ornement. Il y avait plus d'investissement et ça apportait plus de satisfaction. Ils ont regardé s'il y avait une différence entre si je jardine seul chez moi ou si je jardine en collectif dans un jardin partagé, par exemple de quartier, est-ce qu'il y a une différence? Ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas. Donc, le fait de jardiner seul chez soi ou de jardiner dans un cadre associatif, par exemple, il n'y avait pas de différence dans le ressenti des personnes. Et l'autre élément assez intéressant qu'ils ont sorti, c'est que c'est une activité, ce jardinage domestique, qui profite particulièrement à 2 catégories de population, les femmes, qui le mettent beaucoup plus haut dans ce qui leur apporte, une satisfaction un peu au quotidien dans les différentes activités, et les participants aux plus faibles revenus, différemment que les hommes et plutôt les revenus élevés. Donc ça, c'est juste sur l'apport un peu au niveau du bénéfice du citadin. Ensuite, sur le jardin, ça c'est une étude Kantar de 2023 qui a été conduite, qui demandait à l'échelle population française ou habitants de villes moyennes et des agglomérations, qu'est-ce qu'ils attendaient en termes de jardin. Donc, sans surprise, tout le monde veut un jardin. Post-Covid, en plus, je vous apprends pas grand-chose. C'est vrai et dans les villes et à la campagne. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est ce qui ressort de la surface de jardin qui est attendue et qui est identifiée comme étant la surface idéale. En fait, donc c'est plus de 70% de la population française interrogée qui plébiscite des petits terrains, des petits jardins, dont 37% sur des jardins inférieurs à 250 mètres carrés. Après, on peut se poser du coup la question, est-ce que c'est bien ou pas bien pour la nature en ville? Est-ce que le petit jardin, il est plus intéressant ou pas? Alors, il se trouve que
C'est un sujet important, notamment, mais je ne m'attendrai pas là-dessus, parce que justement, c'est un levier un peu pour verrouiller certains secteurs de toute évolution. Donc là, je vous sors juste deux infos sur la biodiversité. Je ne vous en parle pas, je vous montrerai peut-être des éléments après s'il y a des questions. Mais là, il y a une petite citation de l'étude de la Pure qui est sortie en juin 2023. En fait, qui constate que le jardin pavillonnaire, notamment, le jardin résidentiel, il est dominé par de la pelouse. On va voir après d'ailleurs qu'il y a une simplification des jardins qui est un peu à l'œuvre. Et que ce sont, donc on se dit que c'est grand, donc potentiellement ça pourrait être bien, mais il se trouve que c'est dominé par une occupation qui est inintéressante pour la biodiversité, donc c'est vraiment des déserts. Et en plus, en termes d'îlots de fraîcheur ou de bénéfices en termes de rafraîchissement, dès qu'on est en été, ça grille. Donc là, je vous ai mis 2020-2018, où les précipitations n'ont pas été les mêmes sur des îlots à Montfermeil. Et donc très vite, en plus, c'est des surfaces qu'on ne peut pas arroser, voilà, qui consomment une quantité d'eau phénoménale. Donc, voilà, il y a un vrai enjeu. Plus les jardins sont grands, plus il y a une dominante de pelouse, ce qui est assez normal, c'est un choix de raison, c'est ce qui est le plus simple à entretenir. Un très très grand jardin, planté, soit on est passionné, mais ce n'était pas forcément le cas. Ça se précise un petit peu aussi quand on voit, donc ça c'est une étude qu'on a menée sur 335 parcelles à Montfermeil, à 10 ans d'intervalle. On a été regarder quelle est leur occupation dominante. Est-ce que c'est du jardin paysager? Est-ce que c'est très arboré, arbustif? Est-ce qu'il y a du potager? Ou est-ce que c'est une dominante pelouse, voire minérale? Et en fait, on se rend compte que dans 6 cas sur 10, les jardins ont baissé. En fait, la quantité de végétal sur la même parcelle a baissé en 10 ans. Et que ce n'est pas du fait qu'il y ait une nouvelle construction sur la parcelle, c'est une simplification de la part de l'habitant lui-même. Alors, parfois, il y a eu des mutations. Donc, en rouge, c'est des parcelles qui ont muté. Donc, il y a des changements de main. Donc, le nouveau propriétaire, il fait à sa sauce. Parfois, il se dit, voilà, c'est le bazar, je rase tout. Puis, je verrai plus tard comment j'aménage mon jardin. Et puis, parfois, il y a des gens, notamment des personnes âgées, qui volontairement vont simplifier l'occupation de sol en minéralisant, en mettant de la pelouse, parce qu'elles n'ont pas forcément la capacité de l'entretenir. Quand on commence à regarder, par contre, est-ce qu'il y a des gens qui font des trucs très intéressants sur des jardins? Oui, donc notamment il y a un exemple que j'utilise beaucoup parce qu'il est très documenté. C'est un jardin qui fait 150 mètres carrés à Sotteville-les-Rouen par un jardinier qui s'appelle Joseph Chauffret et puis qui est ingénieur de formation et qui, quand il a acheté sa maison, s'est dit je vais essayer de mettre en œuvre tous les préceptes de la permaculture et je vais regarder si j'arrive à atteindre l'autosuffisance alimentaire à Sotteville-les-Rouen avec 150 mètres carrés de parcelle. Il y a la maison quand il a acquis, et puis il y a la maison née en 2018, après qu'il ait fait ses travaux. Et donc évidemment, il a réussi avec son intervention à lui à transformer. On est passé de cette espèce, sans compter les variétés de bras d'herbe sur un jardin, à plus de 200 variétés, notamment potagères. Il produit à 300 kg de feuilles par an sur sa parcelle. Donc, il n'est pas autonome, mais il en fait beaucoup. Et ce qu'il nous dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une des clés qu'il a eues pour augmenter la productivité de son jardin, en fait, tout ce qu'il a fait, lui, il nous dit que ça a été possible que parce que c'était petit. Parce qu'évidemment, il faut intensifier le jardinage, il faut être plus présent, il faut être plus vigilant. Enfin, voilà, il y a plein de petites actions qu'il faut mener au fil des saisons. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui, sur toutes les études un peu permaculture, se confirme. Il faut plus de jardiniers, en réalité, pour jardiner tout ça. Donc, en fait, le jardinier, c'est la clé. Donc, on l'a vu dans les tailles des jardins, on l'a vu dans les gens qui simplifient l'utilisation de leur parcelle. La clé, c'est pas est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit. La clé, c'est quelle est la pratique, quelle est la maintenance qui est appliquée sur le terrain. Il y a également, au niveau des services écosystémiques que rendent les jardins, il y en a un qui est souvent mis en avant, c'est la question de la climatisation, notamment en période de forte chaleur. Donc, on a vu avant à Montfermeil qu'en 2018, le jardin ne remplissait plus sa fonction. Et il y a des études assez intéressantes qui montrent que l'effet de rafraîchissement optimal, il se développe quand on arrive à mixer un petit peu tout sur des terrains assez contenus, donc des arbres, évidemment, de l'arbustif, donc les strates sont importantes, et l'ombre des murs. Et notamment, il y a une étude assez intéressante, éventuellement, je pourrais vous envoyer des liens, je ne sais pas s'il y a des suivis que je n'ai pas mis en qui montre comment l'ombre du bâti
en fait, c'est une composante essentielle pour que les jardins puissent jouer leur rôle de rafraîchissement, notamment parce que ça préserve les surfaces des fortes chaleurs. Voilà. Donc, il y a vraiment des ajustements, mais tout n'est pas dans l'espace vert. Le bâti a un rôle à jouer aussi là-dedans, et c'est plus complexe que ça. Le bâti, il a d'autres atouts. Donc, les toitures de faible hauteur, notamment, on peut les végétaliser. Donc, là, on a un exemple intéressant à Melbourne, où la parcelle elle a été fortement intensifiée. Pour le coup, il n'y avait qu'une maison, mais derrière, c'était tout minéralisé. Donc, il y en a une deuxième, donc c'est quand même très, très dense. Hein. Mais la deuxième maison, en fait, elle rend l'ensemble de la parcelle plus végétale qu'avant. On se rend compte que même les toitures végétales elles peuvent avoir un effet rafraîchissant quand elles sont situées à moins de 10 mètres du sol, donc globalement à R+3. Et pareil, l'intérêt pour la faune est plus intéressant quand on est bas que quand on est haut. Et puis le bâti lui-même, je n'ai pas mis de plan de rampante, j'ai mis des végétaux fruitiers palissés, mais le bâti lui-même, il peut servir de support de culture et il peut y avoir des vraies symbioses à créer entre le bâti et le végétal. C'est vrai côté court, côté jardin, pardon, mais c'est vrai côté court, côté rue. Donc la végétalisation dès l'espace public, notamment des façades, avec des interventions. Donc là, on est à Montpellier avec une rue où les habitants sont montés en association avec la succession sur, je crois que c'est sur 7 ans, des actions qu'ils ont pu faire et qui gèrent à l'échelle de la rue. On peut avoir beaucoup d'impact. D'ailleurs, je vous parle de la valorisation. C'est une rue où le prix de l'immobilier va monter sur des actions, finalement. Alors, donc ça, c'est juste pour redonner un peu des éléments de contexte. En gros, le message un peu clé, c'est que la clé, c'est le jardinier. Que le jardinier puisse avoir une action un peu intense avec un jardinage qui est de l'espace libre, qui est intéressant et qui apporte, en termes de couvert végétal de biodiversité, c'est mieux qu'il soit petit, parce qu'on n'est pas des armées de jardiniers qui sont prêts à y passer toutes nos soirs et tous nos week-ends sur plus de 1000 mètres carrés. Que par ailleurs, si on démocratise l'accès au jardin en multipliant les jardins, en les faisant plus petits, c'est plutôt intéressant du point de vue santé, du point de vue, puis ça répond évidemment. Donc voilà, ça c'est un peu les messages clés. Donc ensuite, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut densifier, est-ce qu'on peut du coup densifier et faire en sorte que ce soit plus végétalisé et notamment, si on analyse l'existant, qu'est-ce qu'on constate, notamment sur l'ex-Marseille. Alors là, donc là, je suis désolé, c'est tout petit, je ne sais pas si vous lirez sans doute pas grand-chose, je vais monter. Donc simplement, là, on a mis des études qui ont été faites, donc, notamment les études de la nature sur la canopée parisienne, et un peu de leur déclinaison, la ville de Lille qui a fait également un modèle de canopée en utilisant les données LIDAR 1G de l'IGN qui ont été mis à disposition l'année dernière. La petite étude qu'on avait fait sur le suivi de 335 parcelles à Montfermeil et ce qu'on est en train de faire. Donc là, il y a les sources de données, ce qu'on a utilisé, et puis là, il y a le niveau d'analyse dans lequel on arrive à descendre. Là, notamment, et notamment, je vais vous montrer quelques exemples. Un des trucs qui est particulier, c'est qu'on analyse le taux de végétation à l'unité foncière et on va aller regarder également le potentiel d'intensification végétale en regardant à famille de parcelles données sur une densité, une dimension donnée. Du coup, on arrive à faire émerger je sais pas trouver le mot, c'est pas c'est des exemples, des modèles, on va dire des modèles. Qui sont, on va dire, le 9e décile de ce qu'on est capable de faire en couverture végétale à densité et surface donnée. Et comment est-ce qu'on arrive à le diffuser et à le mettre en œuvre, en fait, à intensifier la part du végétal partout où elle, en fait, n'a pas atteint son maximum. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler. Ce que je vais vous montrer, alors, peut-être pour vous dire, mais je vais vous dire sur les cartes, là, ce que je vous montre, notamment sur les données chiffrées. Donc, on a modélisé à l'échelle de toute la métropole en zone urbaine, hors zone d'activité ou zone spécifique, donc sur le résidentiel multifonctionnel uniquement. Le domaine public est traité, mais à ce stade-là, les données elles sont uniquement sur les parcelles cadastrées, parce que les temps de traitement étaient un petit peu longs. Donc les cartes, je vous en montre juste quelques-unes. Voilà, Marseille, Aix-en-Provence, on zoome un petit peu. Donc globalement, on voit on voit plus ou moins, mais il y a 3 couleurs. Il y a du vert clair, c'est la surface, la strate herbacée, donc c'est en dessous d'un mètre. Il y a tout ce qui est, alors vous ne voyez peut-être pas bien, mais il y a un vert moyen qui est la strate arbustive, jusqu'à 4 mètres.
Et après, il y a de 4 mètres à plus les arbres. Donc là, on a utilisé les données LIDAR HD de l'IGN et les données BDORPO IRC de l'IGN également pour bien identifier les strates herbacées. Donc, c'est infrarouge, faux infrarouge, qui permet de détecter la nature de l'occupation de la surface. Voilà. Derrière, sur les arbres, pour simplifier la lecture, on a fait un petit algorithme qui redéfinit des cercles de couverture de canopée. Parce que le LIDAR, les arbres parfois sont assez irréguliers, c'est un peu imprécis. Donc, on a à chaque fois défini un point haut maximal sur chaque végétal pour un nombre d'individus et fait un petit algorithme pour redéfinir le diamètre de l'arbre par rapport notamment à sa hauteur et à l'emprise réelle du végétal sur le LIDAR. Donc voilà, au bagne. Donc on a comme ça modélisé un peu plus de 26 000 hectares de couvert végétal. Donc en particulier, ceux qui vont nous intéresser, c'est les 6 200 hectares de strate arborée et 5 300 hectares de strate arbustive. C'est celle qu'on tient. Alors, la strate herbacée, nous, on la considère plutôt comme un potentiel de développement pour augmenter la densité bâtie, végétale, peu importe. En tout cas, ce n'est pas forcément la surface qui apporte quelque chose. Par contre, ces strates-là, elles sont intéressantes parce qu'en termes de rafraîchissement du microclimat urbain et en termes d'infiltration, de signification aussi de la biodiversité qu'on peut avoir dans le sol avec les systèmes racinaires qui sont plus profonds, c'est vraiment celle qui nous définit un peu ce qui a le plus de valeur. Alors évidemment, quand on regarde les chiffres, en fait, on voit la photographie d'un existant qui est hérité des stratégies d'aménagement. Donc sans trop de surprise, si on regarde les parties les moins denses, c'est dans les parties les moins denses qu'on va avoir le plus de couvert végétal, ce qui paraît évidemment une évidence. C'est les stratégies d'aménagement qu'on a eues sur les dernières décennies, c'est des centres très denses, où d'ailleurs, pendant très longtemps, le végétal n'était pas le bienvenu, donc très minéral. Et puis à l'extérieur, en périphérie, des choses peu denses, du coup, on a fait des jardins. Historiquement, c'est la traduction des choix historiques qu'on a fait en matière d'aménagement. Et puis, plus on monte en densité, moins sur la masse, sur le volume, il y en a. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'à chaque étape, et dans des très faibles densités, parfois on a des très faibles taux de couverture végétale, parfois des très fortes. Et puis même quand on monte dans des densités importantes, on a quand même des densités, on va être à plus de 105 logements à l'hectare, et on a plus de 50, pas loin de 60% de couverture végétale. Donc en fait, on voit qu'il y a aussi, il n'y a pas de corrélation. Par contre, ça nous a permis de déceler des individus en termes d'occupation de parcelles. Alors, je passe un peu vite parce que j'ai l'impression que je suis un peu long. OK. Donc, on ne vous transmet pas le support. Donc là, c'est pareil sur l'évolution. Donc, c'est pareil en termes d'évolution, il y a des parcelles qui ont évolué en densité, mais qui ont baissé en occupation végétale. Et inversement, il y a des parcelles qui ont augmenté en densité, mais qui ont gardé des taux de couverture végétale importants. Donc là, on définit, nous, le potentiel d'intensification du couvert végétal à 90 940 mètres de végétalisation qui pourrait être ajouté, sans tenir compte, évidemment, de tout ce qui va être végétation verticale ou en toiture. Donc, il y a un potentiel. Là, on est en train de travailler à quelques modèles pour essayer d'intégrer ces éléments-là. Alors, je passe très vite avant de passer passer la parole. Donc, ça, c'est un petit exercice qu'on a fait justement en regardant. Donc, on a à toutes les unités foncières des taux de couverture végétale et on a été regardé notamment par taille. Donc là, vous avez deux terrains qui sont d'une superficie équivalente, 66-67 mètres carrés. Ici, on est à Marseille, on est à Salon-de-Provence. Toutes les deux occupées par un logement plutôt petit, 32 mètres carrés d'un côté, 50 mètres carrés de l'autre. Et on a été regardé à chaque fois quel est le coefficient d'occupation du sol, le COS, surface habitable, rapporté à la surface de la parcelle, et quel est son couvert arbustif et arboré et herbacé. Et en fait, c'est intéressant de voir que à toute taille de parcelle, toutes choses égales par ailleurs, on va avoir des exemples de parcelles très petites vont être capables d'avoir des COS plus importants, surface habitable plus importante, et plus de couvert végétal aussi. Et donc là, on est aussi en train de redéfinir un peu à chaque fois quelles sont les stratégies en fait des jardiniers qui leur permettent d'atteindre ces situations. Donc là, on était sur 66, là on est sur 220 mètres carrés, où on a
un poste beaucoup plus important, 73% de couverts arbustifs et arborés. Donc il y a vraiment des cas, des cas d'école, voilà, dont on peut apprendre plein de choses, y compris sur des parcelles, voilà, en densification où parfois la partie qui va être végétalisée, c'est pas forcément celle du jardin qu'on penserait, c'est une allée jardin, on va dire, et en même temps, on atteint des taux de couverture arborée arbustive très très importantes. Donc là, on est à Marseille des deux côtés, 560 mètres carrés à gauche à Vitrolles, à droite à Rognac. Voilà, avec toujours des occupations bâties plus importantes, des occupations végétales plus importantes sur des surfaces équivalentes. Voilà, sur des terrains de 700, Martigues à gauche, Marseille à droite, 800 mètres carrés. Donc, en fait, on va trouver, y compris des très grands terrains qui ont très peu d'apport et qui sont vraiment pour le coup des déserts. Ici, 900 et 940 mètres carrés. Voilà, et plus de 1000. Et il y en a quand même un aussi qui est intéressant, c'est là, non seulement on a plus d'occupation bâtie, mais on a plus de logements. D'un côté, on a une maison individuelle, de l'autre côté, on a un petit ensemble locatif. Et on a fait ce même travail également sur du collectif, où voilà, on va retrouver un peu les mêmes cas de figure. On va avoir sur des parcelles, donc là, on est dans les deux cas à Marseille, à surface équivalente, surface habitable équivalente. Pour le nombre de logements, les typologies ne sont pas les mêmes, mais des capacités à avoir des couverts végétaux beaucoup plus importants sur des parcelles qui sont identiques. Sur un collectif ici, 3 logements à gauche, 4 logements à droite, sur moins de 300 mètres carrés. Voilà, jusqu'au plus grand, où là, on a beaucoup de questions de typologie de logement, mais la surface habitable, il n'y a pas une si grande différence que ça. Par contre, on a des couverts végétales, il y a des grosses différences. Donc, on se rend compte que des parcelles denses et fortement végétalisées, on en trouve en réalité. Et d'ailleurs, donc, on va en trouver. Donc là, c'est sur les tailles de parcelles inférieures à 200. Donc, on voit denses et végétalisées, on en a pas mal, et en collectif et en individuel. Donc là, c'est de 200 à 400. On passe sur la tranche supérieure, on en a un petit peu moins, mais toujours. Et plus on va évoluer, en fait, moins on va en avoir en réalité un volume de parcelles à la fois dense et à la fois végétalisé. Donc, sauf quand on passe sur les très grandes parcelles où on retrouve du végétalisé fortement sur le collectif, notamment avec la strate arborée. Mais globalement, en fait, c'est dans les parcelles les plus petites qu'on a le plus d'éléments, de modèles, de formes urbaines qui sont fortement bâties et fortement végétalisées dans le même temps. Voilà, je m'arrête là. Donc, merci encore à tous les trois. Il y a pas mal de questions qui émanent du chat que je vais vous les poser. Puis ensuite, évidemment, on discutera aussi avec la salle. Alors, pour Catherine, on avait la question donc, des travaux qui ont été publiés, mais vous y avez répondu dans le chat, je crois. Donc, merci beaucoup. Catherine, vous souhaitiez intervenir peut-être sur la ville du quart d'heure? Oui, je ne vais pas prendre un quart d'heure, mais je voulais juste rebondir. Merci pour ces présentations qui étaient très intéressantes. Je voulais ajouter que il faut toujours garder quand même l'analyse économique en tête, notamment sur la ville du quart d'heure, parce que d'ailleurs la question a été posée dans le chat, est-ce que les super îlots de Barcelone finalement ne mènent pas aussi à une forme de gentrification? Et donc, pour dire que la densité désirable, elle doit être fabriquée, elle peut être fabriquée comme on l'a vu avec des éléments d'urbanisme tactique ou pas et d'équipement, etc. Mais qu'elle doit aussi prendre en compte la sociabilité, les catégories socio-professionnelles et qui a accès à cette ville et à cette densité désirable. Et je reprends la ville du quart d'heure parce que, comme la présente Carlos Moreno, c'est la ville, effectivement, qui regroupe à peu près 1 kilomètre de chez soi, donc un quart d'heure à pied, toutes les fonctions, c'est-à-dire les fonctions qui permettent d'habiter, de consommer, de travailler, d'être soigné, tous les services, etc. Et ce dont on s'aperçoit, évidemment, c'est que s'il n'y a pas une politique de logement social extrêmement forte et à nouveau une attention, je parlais tout à l'heure d'attention portée à
à la manière dont cette ville est habitée, eh bien, on a, compte tenu de la pénurie de terrain, une augmentation des prix qui se fait et une exclusion de tous ceux qui finalement sont là pour que cette ville fonctionne. Et c'est-à-dire que moi, j'ai l'habitude de dire que du coup, on arrive à un territoire qui est séparé entre un territoire servi, qui est celui de la ville du quart d'heure, avec des gens qui habitent là et qui ont tous les services à disposition et à proximité, et les territoires servants, qui sont ceux qui abritent ceux qui viennent travailler mais qui ne peuvent pas habiter là et qui sont obligés de prendre des transports en commun ou leur voiture pour aller habiter pas un quart d'heure du tout, c'est plutôt une demi-heure et parfois beaucoup plus pour que cette ville du quart d'heure puisse vivre. Donc, une densité, et en plus, la ville du quart d'heure, c'est même pas forcément une densité forte, c'est une densité de fonction plutôt. Il y a vraiment là la ville un peu rêvée où on peut faire tout à pied, on a tout à disposition. Mais il faut bien garder à l'esprit que cette ville, si elle n'est pas aménagée de manière très très précise avec une attention portée à l'habitat des profs, des policiers, des forces de sécurité, de l'enseignement, des personnels hospitaliers, de tous les gens qui s'occupent des commerces, etc. Et bien, cette ville qui fonctionne très bien pour ceux qui peuvent y habiter, c'est plutôt la ville du mauvais quart d'heure pour ceux qui viennent la faire fonctionner. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Merci. Ça permet aussi de faire le lien avec une question de Carmen sur ta présentation, justement sur les liens entre gentrification et espace de superbloc. Oui, alors effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette question-là, mais une question que, bien sûr, j'ai traitée par ailleurs en faisant mon terrain et l'analyse de ce modèle de superbloc. Alors déjà, peut-être pour faire le lien sur la question de la ville du quart d'heure, il y avait une autre étude d'un chercheur qui s'appelle Oriol Marquet qui montrait que, donc chercheur catalan, montrait que la ville de Barcelone était déjà à 78% une ville du quart d'heure. Et que même dans le quartier de l'Eixample, donc le quartier du Plan Cerdà, c'était plus de 80%. On pouvait considérer que 80% du quartier était déjà une ville du quart d'heure. Donc, je pense que le modèle tel que Carlos Moreno le présente, c'est plus un modèle qui amène à la réflexion sur comment on peut rendre certaines villes plus intenses. Et effectivement, ce n'est pas que de la population, mais c'est bien sûr des services qui doivent être mis en place. Et sur cette question-là, alors sur la question de la gentrification, sur le modèle du superbloc, j'ai pu constater que sur les deux premiers super igloos qui ont été construits, celui de Poblenou et celui de Sant-Antoni, il y avait eu des augmentations des prix de l'immobilier qui étaient 2 fois plus forts qu'au reste de la ville de Barcelone. Donc effectivement, ça amène une certaine hausse des prix. On sait que tout aménagement qui améliore le cadre de vie a cet effet-là. Pour en avoir discuté avec des urbanistes, un chercheur en urbanisme de l'Université Polytechnique de Barcelone, il y a un effet qui est porté par cette amélioration, mais dans un contexte où la ville de Barcelone est aussi, entre guillemets, victime de son succès, où il y a beaucoup d'expats qui ont des moyens niveau de vie plus élevé que les locaux, qui est porté aussi par des investisseurs qui vont faire de l'investissement immobilier, notamment pour du tourisme, de Airbnb, d'autres plateformes, on ne va pas citer que Airbnb, mais en tout cas, voilà, du tourisme, et que c'est cette combinaison aussi dans son ensemble qui fait que les prix, particulièrement dans ces secteurs qui sont aussi médiatisés, voilà, pour ceux qui s'intéressent à la ville, etc., c'est des lieux qui ont été souvent mis en avant depuis quelques années comme des évolutions. Barcelone, la ville de Barcelone en joue, on fait du marketing territorial. Donc, ça participe effectivement à une certaine augmentation des prix qui est aussi
mal perçu de la part de la population qui habite dans ces quartiers, parce qu'on, dans le terrain, quand j'ai enquêté des gens sur place, il y a une certaine préoccupation de se voir exclure de ces quartiers qui évoluent, puisqu'ils ne pourraient plus suivre en termes de loyer. Alors, ils critiquent pas forcément les améliorations, parce qu'ils sont contents de ces améliorations, mais effectivement du risque social qu'il peut y avoir derrière. Si tu ferais. Alors, comme le temps passe un peu, je vais passer à une question adressée à Thomas et ensuite, évidemment, quand même, on prendra les questions de la salle s'il y en a. Donc, c'est Marie-Kenza Boidou, une de nos collègues urbanistes à Lyon, qui vous demande est-ce que le ou les désirs de nature et ou sont compatibles selon vous avec la durabilité environnementale? Ça, c'est la première question. Alors, c'est pas une question facile, là. Est-ce que les désirs de nature sont compatibles avec la durabilité environnementale? Selon vous. Ben, je peux pas vraiment y répondre comme ça. Alors, je pense qu'il y a des désirs de nature qui ne sont pas compatibles. Et puis, il y a des désirs de nature qu'on peut faire compatibles. En tout cas, je sais que sur la question, si je reviens plus sur le sujet de biodiversité, il y a différents ponts à créer, en tout cas, entre ce que les gens souhaitent de nature dans leur environnement quotidien et le fait que ce soit plus favorable à la biodiversité. Donc, ça peut être compatible, mais c'est pas du tout automatique. Donc, ça demande un peu d'accompagnement, un peu de conception. C'est une question assez compliquée. Presque philosophique. Oui, presque philosophique. Bon, et il y a une autre question qui est peut-être un petit peu plus, à laquelle on peut répondre peut-être plus rapidement, de Marie-Kenza toujours. Merci Marie-Kenza. Au sein de Ville Vivante, donc l'institution au sein de laquelle vous travaillez, est-ce qu'il y a un volet de sensibilisation au jardinage auprès des habitants, des habitantes, des élus et des professionnels de l'urbain? Eh ben, en fait, on le développe. Alors, jusqu'ici, jusqu'à il y a à peu près 1 an et demi, c'était pas forcément le sujet sur lequel on travaillait le plus, parce que notre angle principal, c'était le logement. La densification, c'était préserver les terres naturelles agricoles, et je ne t'ai pas forcément posé la question plus que ça du jardin. Après, je pense que post-Covid, plus avec un petit peu le focus sur la biodiversité, et puis il y a eu quand même pas mal de confusion entre préserver la biodiversité et puis les jardins. On s'est un peu focalisé là-dessus parce qu'on entendait quand même pas mal de discours qui étaient presque à faire penser que l'enjeu de la biodiversité se passait dans les jardins. Enfin, en fait, non. Le muséum, l'OFB, ils ont quand même fait pas mal de rapports dessus. L'enjeu de préservation de la biodiversité à l'échelle nationale, c'est déjà d'arrêter l'étalement urbain, déjà. Donc, c'est là qu'elles sont les espèces naturelles, c'est là que sont les milieux qu'il faut préserver. Et donc, bon, ça, c'est un peu le sujet qu'il faut quand même remettre sur la table, parce qu'encore aujourd'hui, il y a un peu de confusion. Et après, du coup, vu que ça devient presque un terrain de bataille idéologique, aujourd'hui, sur la question de l'acte de bâtir, on a plus mis le focus, justement, en partant du constat aussi que ce que nous dit la science ne va pas du tout dans ce sens-là. Et en fait, on peut tout à fait améliorer la biodiversité dans les jardins, aussi petit soit-il, par ailleurs, en ville, et que ça relève de la pratique du jardinier et donc de la compréhension qu'il y a de ce qu'il fait, plus que du fait qu'on est bâti ou pas bâti dans l'espace urbain. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on le développe et il y a certaines opérations, notamment une opération sur le charbon, où c'est complètement intégré, la conception à la fois de l'habitat et à la fois du jardin. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, il y a des questions? Christophe. André. C'est particulièrement important par la dernière intervention. J'ai la chance d'habiter à Marseille en collectif avec un jardin. Un petit minéralisé avec des graviers, c'est pas trop. Mais quand même, je pense qu'il faut adapter aussi nos modes actuels, par exemple la gestion de l'eau, essayer de récupérer et ne pas utiliser le potable pour conserver le jardin, il y a un sens parmi d'autres, c'est trouver le potable. Et puis,
une chose que j'ai essayé de mettre en place dans ma vue, c'est un retentissant fiasco, c'est le verdissement sauvage que j'ai vu dans d'autres démarches qui marchent très bien. J'ai fait ça dans chez moi, donc ça marche pas dans chez moi, mais pareil, je ne désespère pas, on va y arriver, de mettre des pots, voilà, et de faire un petit peu je pense que il peut y avoir un encouragement, ça, plus ou moins, en problème d'entraîner ou. Je pense que déjà, montrer l'exemple, c'est bien. Alors, je vais montrer l'exemple de ce qu'on fait, ce qu'a fait une association d'habitants à l'échelle d'une rue à Montpellier. En fait, avec peu, vous faire des trucs assez extraordinaires. Je pense qu'à partir du moment où il y a des exemples, des choses qui marchent, ça peut voilà, faire des petits, quoi. Mais il faut des pionniers. Et donc, la question portée pour tout le monde sur le verdissement sauvage, entre autres, à Marseille, très prégnant dans certains quartiers d'ailleurs, hein, quand on va au Panier ou au Julien, on voit ce genre de pratiques, et donc elles ne pourraient pas finalement les saisir comme un acte de rébellion, on ne va pas dire ça, mais en tout cas de lutte pour le verdissement et de résistance, disons cela. Merci Christophe. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Ouais, moi j'avais une question pour pousser un petit peu plus loin la gentrification des superblocs. Est-ce qu'il n'y a pas un écueil même de se refermer un peu, que le superbloc socialement se referme sur lui-même et voire soit exclusif des autres visiteurs ou des autres habitants? Après, si on pousse la logique un peu plus loin, on connaît les espaces résidentiels fermés à Marseille. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement avec une surappropriation ou une réappropriation d'une forme de ce qui était de l'espace public, mais qui devient un espace quasi semi-privatisé ou communautaire, d'exclusion, en tout cas voilà. Oui, et sinon, je suis Lionel Launay, je travaille sur le PLH de la métropole. Okay, oui, merci pour votre question parce qu'effectivement, elle est très intéressante et elle a été posée au moment de la création de ces superblocs parce que justement, ces deux premiers superblocs ont été créés à proximité, enfin en tout cas des écoles sont dans le superbloc pour justement que ça puisse en fait bénéficier aux enfants qui, en sortant de l'école, ont une rue sur laquelle ils peuvent s'épanouir, mais aussi justement pour apporter et amener l'ensemble des personnes du quartier et pas seulement les 4 ou 6 blocs concernés directement par ce modèle, ce superbloc. Après, ce modèle initial tactique qui effectivement peut avoir un peu, on peut se dire que ça peut être un peu une sorte d'enfermement sur soi de ces blocs. C'est pour ça qu'il a évolué en axe vert et que maintenant on n'est plus sur des rues qui traversent la ville et qui permettent effectivement de jalonner ces évolutions-là dans l'ensemble des quartiers de la Chine. Et ainsi bénéficier à en tout cas. J'ai une question. Je suis le directeur management à la métropole. Sur la question, on est toujours sur les blocs, ça irait aussi pour le parti privé, sur la gestion de ces espaces-là. S'ils y ont travaillé, s'il y a un accompagnement spécifique ou s'ils avaient déjà une culture de ça, on développe des opérations d'aménagement sur Caplet où il va y avoir un grand mail planté, une à Miramas qui s'appelle Oasis, avec un parc qui va traverser en diagonale de de 350 logements. Et irrémédiablement, on essaie d'anticiper de plus en plus la question de la gestion, et de la personne physique et derrière qui va entretenir l'espace. C'est pas le type d'arbre que je sais faire. L'arbustif, alors là, on peut travailler sur ça. C'est de la ramasser, le remettre aussi l'a fait. Mais est-ce que sur le cas lyonnais, barcelonais, il y a une pratique, des sachets, ils ont une grande pratique d'espace public? Oui, mais en plus, ils ont dû recruter. Effectivement, ils ont aussi une différence entre le modèle superbloc initial et les axes verts, c'est que c'est un peu les limites du tactique. C'était souvent très dégradé, donc souvent tagué. Et donc, il y a eu besoin vraiment aussi de faire attention à ces espaces-là. Donc, il y a eu un renforcement du nettoyage et de la gestion des espaces verts. Par contre, après, dans l'axe vert, où là, c'est construit en dur et c'est vraiment joli, là, il y a beaucoup moins de dégradation. Ouais. Mais il y a eu cette différence qui a été constatée. Ouais.
Merci beaucoup. Alors, il y avait une autre question dans le chat de Carmen Cantuarias, qui est aussi une de nos collègues économistes à Paris. Donc, merci à tous pour vos présentations. Pensez-vous que la végétalisation rendrait acceptable l'intensification et la densification? Merci Carmen pour cette question de conclusion qui va nous permettre de clore et de la boucle. Peut-être une question ouverte un peu à tous les trois qui est intervenu. Est-ce que c'est c'est un des angles principaux selon vous? Participe, mais c'est pas le seul. Moi, j'ai pas entendu la question, pardon. La question, pardon, elle est dans le chat, c'était pensez-vous que la végétalisation rendrait acceptable l'intensification ou la densification? Alors, on n'entend pas Christine, voilà. Moi, je peux donner un point de vue. Je pense que c'est une des conditions de l'acceptabilité. C'est-à-dire que je voulais juste revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait, la densité, tout à l'heure, le mot idéologie a été prononcé et je pense qu'il y a aujourd'hui une question d'idéologie autour de ça. Depuis le Covid, en fait, on a l'impression que tout le monde a pris conscience comment dire, c'est pas cet aperçu, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui ne le pensent pas, mais un certain nombre de personnes se sont peut-être convaincus que la ville ne tenait plus ses promesses, que la métropole peut-être était arrivée à des limites difficilement gérables parce que elle a concentré des énergies, elle a concentré de la richesse, elle a concentré des connaissances, des compétences, etc. Et puis peut-être qu'on arrive à un modèle qui touche à ses limites. Et le Covid, où on s'est retrouvés enfermés tous dans des conditions d'habitat qui n'étaient pas forcément bonnes, etc., a fait que beaucoup de gens ont décidé, s'ils le pouvaient, parce que c'était aussi beaucoup une question de moyens, de déserter la ville et de partir prendre leur quartier à la campagne. Et le retour a été difficile. Le télétravail aujourd'hui permet finalement aussi de s'éloigner un peu de cette densité. Et c'est comme si on s'était aperçu à ce moment-là qu'on s'était auto-convaincu, encore une fois, que la densité, c'était quelque chose de pas bien, de critiquable, avec une portée politique pas terrible, etc. Et donc, on cherche finalement aujourd'hui à tout ce qui pourrait la rendre acceptable. Donc, je pense que la végétalisation, c'est une des conditions par le fait d'avoir des jardins, par le fait d'avoir des îlots de fraîcheur, par le fait d'avoir simplement la vue d'arbres, de plantes, etc., d'avoir de la biodiversité aussi. Tout ça, c'est assez banal, ce que je dis. Mais en fait, ça rentre dans une équation extrêmement difficile parce qu'on a l'impression que la végétalisation, vous l'avez montré aussi, justement, c'est pas forcément contradictoire parce qu'il faut utiliser tous les petits espaces pour pouvoir le faire, mais que c'est compliqué. Et donc, il y a une équation, et je reviens encore à l'économie, mais excusez-moi, c'est un peu mon dada, mais qui rend la chose complètement difficile. C'est-à-dire, quand on veut faire de la pleine terre et des jardins en pleine terre, ça veut dire qu'il ne faut pas construire dessus. Quand on dit qu'il faut garder les jardins pour ne pas les artificialiser davantage, ça veut dire qu'il ne faut pas construire dessus. Et donc la densification, elle ne peut se faire dans ce cas-là qu'en montant, c'est-à-dire en faisant des immeubles qui seront peut-être avec moins d'emprise au sol, mais plus haut. Mais ça veut dire aussi qu'ils font de l'ombre à ceux qui sont déjà là. Ça veut dire qu'ils viennent couper les vues, etc. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, cette forme urbaine, elle n'est pas du tout appréciée non plus. Donc, c'est une des conditions, mais elle est quand même très difficile à n'être c'est sûrement pas la seule condition, et elle est difficile à préserver aussi, je trouve. Merci beaucoup, Catherine. Alors, je vous propose, comme il est l'heure, que pour celles et ceux qui sont en présentiel, on continue à échanger autour d'un petit buffet offert par l'ESPI. Donc, merci au campus pour ça. Et merci à toutes celles et ceux qui étaient présents également en distanciel. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, bravo.